Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne et qui m'ont découvert avec les smartphones, eh bien on va parler d'un smartphone aujourd'hui. Mais pour ceux qui, les smartphones c'est cool mais on s'en bat les couilles, aujourd'hui ce sera peut-être un peu différent. En effet, aujourd'hui on va parler du Moondrop Miad 01. Qu'est-ce que c'est que ce smartphone? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette marque-là, on va faire un résumé très rapide. C'est une marque à la base audiophile, hi-fi, qui fait des intras, et des intras assez haut de gamme tout de même, qui est assez réputé dans le milieu, notamment avec Crinacle qui dort notamment les Blessing Dusk, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'ils ont eu une très bonne réputation. Ils ont commencé aussi à faire des DAC USB-C, le côté un peu classique, ils ont des câbles, tout ça, bref, ils ont très bonne réputation dans cette partie-là. Et puis Moondrop, c'est aussi une marque qui a envie de tester d'autres choses. Les premiers trucs qu'ils ont essayé, c'est notamment un clavier mécanique pour gamer. Alors ouais, ça très loin de l'hi-fi, très loin, mais il y a eu des bons retours de ce que j'ai vu dessus. Et du coup, ils se sont dit, tiens, bon, on se fait un peu chier, l'hi-fi c'est cool, les DAC USB c'est cool, mais on aimerait bien tester d'autres choses. Et ils se sont dit, le constat est simple. Aujourd'hui, on a des lecteurs audiophiles qui sont sur des Android complètement dépassés, Android 8, 10, 11 peut-être ou plus récents, processeurs qui sont complètement dépassés, et puis du coup quelque chose qui est en général une brique, le tout pour minimum 300 balles si on veut un truc qui soit un peu correct, et sinon ça va très vite chercher très... Ils se sont dit, mais pourquoi on prend pas juste un smartphone et on y ajoute une partie audio? C'est ce qu'ils ont fait avec le Moondrop Miad 01. C'est un smartphone qui fait 5G, qui a du 4.4 et du 3.5 mm juste ici, des capteurs photo, mais ça on en parlera spécifiquement pour ceux qui aiment bien la photo, et surtout une partie audio qui est juste parmi les meilleures qui existent en smartphone, tout simplement. Il y avait des choses intéressantes qui existaient, notamment le Meizu 16e, que j'ai toujours d'ailleurs, et là, ils se sont dit, tiens, on va aller là. Oui, ça dépasse. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Alors, j'ai droit à une petite réduction de la part de Ifigo là-dessus. Dans tous les cas, je vous mets un lien dans la description. En plus de ça, vous n'avez pas de frais ou quoi que ce soit. J'en ai eu aucun, donc ça, c'est cool. Et normalement, il n'y avait pas énormément de stock. Donc, ce qui fait que si c'est actuellement hors stock, ça devrait être d'ici 1 à 2 mois restocké. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas à patienter, passez par le lien si vous voulez me soutenir, et je vais vous dire, avec toute mon expertise smartphone que vous me connaissez, ainsi que toute mon expertise audiophile, et on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Alors, au niveau du design, on est sur un grand smartphone du 6.7 pouces, donc ça c'est assez classique là-dessus. On sent vraiment que c'est une dalle de qualité, on va y revenir après dans la partie écran, mais globalement on est sur un design purement de smartphone, avec des bords incurvés au niveau de l'écran, donc pour ceux qui aiment pas trop, faudra faire avec, mais globalement ça passe plutôt bien, on est sur des bords qui sont quand même assez prononcés, donc ça fait partie des générations un petit peu plus anciennes, où on avait ce côté très orienté, incurvé, là où maintenant on est sur des générations un petit peu plus légers, et on est sur un grand smartphone, comme je l'ai dit, avec forcément de l'USB-C en bas. On va voir la tige aussi en dessous, enfin la partie lecteur SIM et lecteur SD. On a l'haut-parleur aussi. On va voir sur le côté des petites touches de couleur avec les boutons Power et Volume, qui est assez classique et assez bien placé au passage, c'est très naturel de ce point de vue là. On va avoir cette protubérance que l'on va voir dans le haut du smartphone avec donc la sortie du second haut-parleur pour le côté dual HP, mais ça on va reparler dans la partie audio. Mais aussi du coup du 3.5 mm assez classique, et pour un smartphone un peu moins classique du 4.4 mm. Ça c'est assez cool pour le noter, puisque aucun smartphone audiophile jusqu'à maintenant, et je parle bien de smartphone connecté tout ça, n'avait de la 4.4. Ça permet notamment beaucoup plus de puissance si vous en avez besoin selon ce que vous mettez. Vous allez avoir une partie texturée dans cette partie-là pour le maintien du smartphone qui est assez agréable, un côté un petit peu justement tout aplati, qui, dans un premier abord on dit c'est un peu bizarre, et puis au final ça passe plutôt bien, j'ai pas eu de soucis particuliers, et le côté anguleux n'a pas été un réel problème pour ma part. Autre chose qui peut être intéressant, on est sur un grand smartphone, et ce qui fait que cette partie en haut, elle peut aider un petit peu quand on veut attraper, et qu'on se dit, on va descendre un petit peu, ça permet d'avoir une petite protubérance qui va retenir un peu via le doigt, et permettre de descendre la barre de notification, chose qui est à noter. On a aussi un double capteur photo, l'ensemble en plus est en plastique, et donc avec ce côté entre le noir, le gris clair, ainsi que des petites touches orange, ce qui
qui est bien pour moi, et c'est pour ça que le monde du smartphone ça m'avait saoulé, bah c'est un design qui change. Déjà par rapport au lecteur audiophile, mais aussi par rapport au smartphone. Donc ce qui fait que ça c'est cool, c'est plutôt bien pensé. Quand on le pose à plat, bah il reste à plat, hein, c'est un truc tout con. Et la seule chose que j'aurais à dire réellement, c'est vraiment que bah il est un peu grand par rapport à d'autres smartphones bien optimisés. Le côté un peu carré, le côté pas forcément bien optimisé sur les bords fait que il est un peu plus large, il a un plus gros gabarit que le reste. Au niveau du poids, j'ai plus en tête, mais on est aux alentours de 200 grammes. En tout cas, pour le quotidien, c'est tout à fait correct. C'est bien équilibré. On aurait pu s'attendre à ce que le côté, donc cette protubérance ici, parce qu'elle a donc toute la partie puissance, mais aussi la partie audio, elle soit très lourde. Et en fait, c'est bien équilibré. Donc ça tient bien dans la main, et au quotidien, ça marche très bien. Donc c'est assez cool de ce point de vue-là. Et déjà, c'est une première très bonne surprise. On va parler maintenant de l'écran, on reste toujours dans l'aspect extérieur. Ici on a un écran 1080p 6.7 pouces de 120 Hz avec un très très bel écran qui est HDR. Donc déjà c'est une première bonne chose, surtout au prix auquel il est vendu. Pour rappel, j'ai pas encore dit le prix mais c'était 370 balles à peu près. Donc on est sur un très bon écran qui peut être entre 60 et 120 Hz avec un lecteur d'empreintes qui marche d'ailleurs très bien. Et ça c'est vraiment aussi une chose qui m'a assez impressionné, c'est que, en termes de smartphone, il est vraiment très bon. On a aussi des couleurs qui sont relativement neutres, et par défaut, en plus de ça, la colorimétrie est mise en normal, ce qui fait que vous n'avez pas ce côté ultra vif dès le départ, et qu'on doit modifier en normal pour avoir des couleurs neutres. Chose toute simple, mais à noter. On a un tactile qui est précis, on a... alors, juste petite chose, mais c'est plus pour la partie navigation par geste, mais parfois aussi le côté incurvé fait qu'on peut avoir des petits défauts de détection, non pas de mauvaise détection, dans le sens où ça va détecter par défaut votre doigt, mais parfois parce qu'il va pas le détecter. Mais pour moi c'est plus une gestion côté Android, ce qui fait que j'ai un peu du mal à savoir si c'est le cas ou pas, mais ça fonctionne en tout cas plutôt bien. Le Always On par défaut il est désactivé aussi, parce que c'est fait aussi pour pas que ça consomme d'énergie, donc ce qui fait que si jamais vous pouvez l'activer, par contre il reste assez limité dans sa personnalisation, on va avoir 2-3 choix, pas plus, donc c'est vraiment très très limité. On a aussi un système, alors on a les systèmes un peu classiques de mettre en rouge le soir pour se mettre du coup en éclairage nocturne et donc avoir un côté beaucoup plus rouge ou orange et avoir quelque chose de plus doux au niveau de l'écran. Mais on a aussi alors une petite tuile, n'hésitez pas à regarder, apparemment ça vient d'Android, pour abaisser un peu plus la luminosité de l'écran. Ça c'est quelque chose que je trouve cool aussi, puisque notamment le soir dans le noir, si jamais justement vous trouvez que c'est trop lumineux, vous pouvez utiliser ça et ça marche très bien. Attention à ne pas le mettre trop bas, parce que si jamais vous avez trop de luminosité, vous verrez plus que l'écran est allumé. Donc on peut aller vraiment très très bas avec ce petit truc là en plus, mais ce qui fait qu'il est réactif, il est fluide, il n'y a pas grand chose à dire. La dernière petite chose quand même, et c'est le seul défaut que j'aurais à noter, on a une gestion de la température de l'écran, donc ce qu'on a sur la plupart des smartphones. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas du tout de nuance. Si on veut avoir un blanc très blanc, il n'y a aucun problème, mais si on veut avoir un côté un peu plus froid ou un peu plus chaud, comme la plupart des smartphones, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est simple, la température est mise à fond, donc on a carrément un écran qui va être complètement bleu, complètement rouge, etc. Un petit bug qui, je l'espère, sera réglé plus tard. Mais c'est vraiment petit truc, parce que dans l'ensemble ça fonctionne bien, l'éclairage nocturne pour avoir le côté un petit peu plus doux de l'écran, un peu plus orange avec un peu moins de luminosité bleue, ça marche très bien. Mais justement on va parler de l'interface. Niveau interface, on a quelque chose qui est très cool puisque c'est du Android 13, donc c'est relativement récent puisqu'on est à Android 14 actuellement, Android 15 arrive, mais en soi on n'a qu'une version de retard, ce qui n'est pas trop mal, et surtout une version Android pure. Alors avec quelques petits bloatware chinois notamment, donc les QQ, etc. parce que ça reste une marque chinoise, donc ce qui fait qu'on en a quelques trucs, mais on en a très peu. On va avoir un launcher personnalisé, donc avec d'ailleurs un petit son lorsqu'on va avoir une notification qui est assez marrante et assez perturbante au départ, parce qu'on sait
On sent qu'ils sont un petit peu amusés, avec des 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais ça reste assez léger. On va avoir quelques applications qui vont permettre d'améliorer la partie sonore, mais on en parlera spécifiquement dessus. Après, on va avoir tous les ajouts de médiathèque, parce que c'est un médiathèque dedans, qui vont être pour le côté caméra, le côté optimisation de la luminosité, etc., ou l'optimisation des applications. On a vraiment ce que peut proposer Mediatek par défaut. Aussi, on va avoir par défaut EB Music et un lecteur de musique classique, pour tout ce qui est musique interne ou DAC USB-C, etc. On va avoir les Google Basic Services. En gros, on va pouvoir l'activer dans les options. Donc ça va être notamment, en fait, on va dans les paramètres, et on va, si je dis pas de bêtises, dans système, non c'était système et je ne sais plus quoi. Et en fait on a la possibilité, sinon vous cherchez juste Google Basic, et vous allez trouver, vous allez pouvoir activer le Play Store. Donc en fait par défaut la partie Google est désactivée, mais on peut l'activer, du coup on a bien le Play Store, on a une synchronisation des applications qui est nickel, toutes les applications fonctionnent, excepté 2 choses. Alors première chose, vous avez la match de sécurité de mai 2024, que déjà c'est cool de l'avoir, parce qu'il y a quand même eu une première mise à jour, mais je vous invite aussi à l'installer, parce que la partie GPS au départ peut être un petit peu buggée, donc en faisant cette mise à jour, ça permet de récupérer un GPS qui est fonctionnel, mais au-delà de ça, on en reparle juste après sur ces petits trucs-là, et comment on peut les régler. Au-delà de ça, EB Music est dessus, mais l'égalisation ne fonctionne tout simplement pas, j'ai essayé divers trucs, et c'est que sur les trucs internes, mais tout ce qui est service, type Deezer, etc., ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Globalement, ça fonctionne bien, je trouve, l'interface, l'optimisation, ça fonctionne bien. On peut avoir quelques lags ou quelques ralentissements par moment, mais ça reste vraiment pour le quotidien, et pour ceux qui sont pas super exigeants, comme ceux qui veulent un Google Pixel ou un iPhone qui fonctionne parfaitement, vous serez très largement convaincu par l'optimisation globale, qui est vraiment assez impressionnante pour un premier smartphone de la marque, et un côté assez basique dans l'ensemble. On a un petit truc d'ailleurs dans le système, cherchez Optimize Operating Speed, vous l'avez sinon dans la partie système, et ça permet un petit peu d'améliorer la réactivité de l'ensemble, je trouve, notamment de la RAM et du multitâche. Donc je sais pas exactement ce qu'ils font exactement, mais ça fonctionne un petit peu plus pour le côté performance. Je pense que c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de marques, mais ici c'est mis un petit peu par-dessus. Globalement ça fonctionne extrêmement bien, la synchronisation des applications fonctionne comme du Android bien optimisé, et pas comme du Honor par exemple. Donc c'est quelque chose qui est très bien, sachant que j'ai beaucoup d'applications, beaucoup de synchronisation à faire entre le Discord, Twitter et ceci et cela, donc ça fonctionne très bien. Par contre, le souci que l'on va rencontrer, ce n'est pas un smartphone certifié par Google. Qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, il y a 2 choses qui vont pas fonctionner. Déjà, Maps ne va pas fonctionner, et la plupart des services similaires ne vont pas fonctionner. Dans le sens où, soit ça va détecter l'antenne 5G sur laquelle vous êtes connecté, soit ça va vous détecter, mais pas très longtemps. Dans tous les cas, ça vous détectera pas très longtemps, donc ça marche très mal. Donc, oubliez Google Maps si vous en êtes dépendant. Mais il y a 2 applications qui fonctionnent, dont une, pour ceux qui aiment la voiture, vous allez apprécier. Waze fonctionne. Ouf. Je l'ai testé sur tout un trajet, moi j'utilise le train. Sur tout le trajet du train, il a bien suivi, je suis passé par un tunnel, il a bien récupéré, donc ça c'est une bonne chose. Et aussi Petal Maps, qui est notamment proposé par Huawei, parce que du coup il n'y a plus de Google, et du coup il y avait le Petal Search, etc. Et donc ils ont Petal Maps, qui est un petit peu donc une alternative, et qui fonctionne très bien aussi. La gestion est très précise d'ailleurs au passage, donc c'est cool de ce point de vue-là. Autre chose, Google Wallet. Google Wallet, donc pour payer notamment, eh bien, comme il n'est pas certifié Google, on ne peut pas payer donc avec Google Wallet. C'est un peu dommage. Moi, je paye avec mon smartphone, donc c'est là-dessus où je peux pas en faire mon smartphone du quotidien. Mais sans ça, et on va revoir avec les autres trucs d'après, il y aurait ça qui fonctionnerait, ça aurait été mon smartphone du quotidien. On va faire une petite partie connectivité très rapide. Pour le Bluetooth déjà, donc on est sur du Mediatek. On n'est pas sur du Android certifié, ce qui fait qu'en termes de codec, on va être limité. SBC, AAC et LDAC. Ça fonctionne bien, mais pas grand chose à dire. Après, c'est normalement quand on utilise ce type de smartphone là, c'est pas pour utiliser le Bluetooth, donc ça reste basique. Pour la partie Wi-Fi,
Globalement, bah, on a tout, du 2,5 et du 5 GHz, donc pas de souci de ce point de vue-là. Je trouve tout de même que par rapport à d'autres smartphones que j'ai, la 5 GHz a tendance à décrocher un peu plus rapidement que les autres, donc on est une partie un peu inférieure. Et bah, sinon, bah, on a la 2,4, voilà. Le GPS, bah, à part Maps qui fonctionne pas du coup, que j'ai expliqué juste avant, ça fonctionne très bien. C'est très précis et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis. Donc, aucun problème de ce point de vue-là, à part bah, les bugs d'application. La 4G, 5G fonctionne très bien, on a toutes les fréquences, donc ce qui fait qu'en Europe, ça fonctionne parfaitement. C'est cool. Et même d'ailleurs à l'étranger, hein, même aux États-Unis, ça fonctionne, on a toutes les bandes. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc ce qui fait qu'en termes de connectivité, je suis pareil assez surpris, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de bug particulier, il n'y a pas eu de problème de décrochage particulier ou de problème de performance, on est sur ce que propose en tout cas cette puce-là, c'est largement suffisant pour n'importe qui, et bah, tout simplement on a d'excellentes performances. Pas grand-chose à dire de plus, j'ai été très étonné. La partie audio arrive, mais on a encore d'autres petites choses à voir avant, on finira en beauté avec la partie audio, mais parlons tout d'abord des performances. On reste sur un smartphone qui capte la 4G, la 5G, tout ça, mais on est sur un MediaTek 7050. Alors pour ceux qui suivent un peu les smartphones, c'est un rebranding du MediaTek 1080, c'est en gros un processeur milieu de gamme, et pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça correspond dans MediaTek, sachez que, en gros, on va très largement résumer, c'est un Snapdragon 778G. Donc en gros, vous voyez l'Honor 50, c'est ces performances-là. Et les performances de Honor 50, je l'ai encore, sont très largement suffisantes pour moi au quotidien, ça fonctionne très bien, c'est très fluide, et bah c'est le cas aussi avec ce smartphone. Donc déjà, très très cool. Ce qui fait que ça le rend très actif, le multitâche en plus de ça, on a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en USB 3 ou je sais plus, UFS 3.1, ce qui fait qu'il est extrêmement réactif, il n'y a pas de lag particulier par rapport au multitâche qui est plutôt bon de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'il suit largement. Pour vous dire, j'ai le Vivo X51 5G avec un Snapdragon 765 qui est en dessous, et ben clairement, on sent la différence, et on sent que le Vivo, il commence un peu à tout sauter, même largement. Ici, on a un peu plus de souplesse, et on a clairement pas mal de puissance. On est vraiment au-dessus d'un lecteur audiophile, et on est clairement sur un smartphone de milieu de gamme. Ça fonctionne très bien. En plus de ça, on est sur un smartphone qui est assez épais, ce qui fait que bah, il chauffe pas beaucoup. Donc en jeu, et même en stress test, bah il chauffe vraiment pas du tout, il est même super stable. Je vous donne les benchmarks ici, donc Geekbench, etc. Mais en gros, vous êtes aux alentours d'un Snapdragon 870, un Snapdragon 778G, avec des graphismes un peu en dessous, mais globalement, vous pouvez même jouer à peu près tous les jeux. Eh, c'est pas trop cool quand même. Donc ce qui fait que, bah, on est sur d'excellentes performances, on est sur une puce qui est vraiment pas mal, et dans le monde du smartphone, on est sur quelque chose de tout à fait correct, qui va être suffisant pour le quotidien. Avec 12 Go de RAM, on est large, ce qui fait que c'est très très bien, c'est très correct. On va être sur du Redmi Note, etc. en termes d'équivalent. Comme je l'ai dit, le Honor 50, Honor 70. En termes d'utilisation d'usage, moi j'ai le Honor 90 pour le quotidien, c'est à peu près équivalent. Ce qui fait que bah, c'est tout à fait utilisable pour le quotidien en termes de performance, pour tous les jeux, les films, tout ça, bref, c'est super cool. Et pour comparer avec des lecteurs audiophiles, bah, en gros, généralement, on est sur du Snapdragon 660, 665G, ce genre de choses, donc on est largement en dessous. En plus de ça, en termes de RAM, on est à 2, 3, 4 Go, peut-être 6 Go de RAM sur certains, on est largement en dessous. On est vraiment en dessous en termes de performance, ce qui fait qu'au quotidien, en termes de smartphone, ce serait pas utilisable du tout. Vous allez vraiment l'utiliser uniquement en lecteur audiophile, et c'est tout. Et c'est là où je trouve que Moondrop se démarque, c'est qu'on a des performances qui fait que ça peut être un vrai smartphone qui se différencie, déjà pour le côté audiophile, mais en termes de lecteur audiophile, bah, ça peut tout condenser. Pour ceux et qui sont pas forcément dans le paiement sur un smartphone, vous pouvez l'utiliser au quotidien, Twitter et tout, et je le fais. Et franchement, je suis super impressionné de l'optimisation globale. Mais justement, on va continuer avec l'autonomie.
Parlons maintenant de l'autonomie, parce que c'est quelque chose qui est important. La plupart des lecteurs audiophile aujourd'hui, c'est 10 heures en écoute continue, et la plupart des smartphones, c'est aux alentours des 5 heures. Et clairement, on est un peu dans cette idée-là pour la partie smartphone. On est ici sur une batterie de 5000 mAh. On a de la charge rapide qui est du Pump Express, donc de Mediatek. Par contre, laquelle exactement, je ne sais pas. Apparemment, on serait sur du Pump Express 4.0, mais c'est la demande du client. Mediatek n'a pas Moondrop n'a pas spécialement communiqué dessus. Et j'ai pu utiliser un vieux chargeur en Pump Express 2.0, donc du 18 watts, et ça fonctionne. Donc ça, c'est assez performant de ce point de vue-là. On est sur une vieille version de charge rapide, mais ce qui fait qu'on gagne vraiment. Donc si jamais vous avez trouvé l'information, je la veux bien, moi je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas vous avez de la charge rapide dessus, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Donc en gros ce sera 1h30 à 45 minutes si vous avez de la charge rapide, voire peut-être 30 si c'est de la 4.0 ou 3.0 qui est dessus. Sur l'autonomie, j'ai été assez surpris. Ce qui est annoncé, je n'en suis pas allé jusque là parce que j'aime l'audio mais peut-être pas à ce point-là, c'est jusqu'à 27 heures d'écoute en continu. Donc ce qui est beaucoup, on peut facilement faire 20 heures, ça se décharge assez lent. Aussi, globalement en utilisation classique, entre de la 5G et de la Wi-Fi et tout, on est entre 4h30 et 7h. Donc c'est la moyenne globale des smartphones, ce qui est tout à fait correct au passage. On est sur quelque chose qui est clairement classique sur un smartphone, et on est sur quelque chose avec en plus de ça la partie audio qui peut être très consommateur, tout à fait correct. Je m'attendais pas forcément à autant, encore une fois parce que c'est un smartphone qui est fait par une marque qui n'a pas l'habitude d'en faire, ça aurait pu être bien pire. Donc ce qui fait qu'au niveau autonomie, c'est cool. Parlons maintenant un peu de la photo, et soyons clairs. Sur la fiche de vente du smartphone, tous les trucs qui sont là pour dire hey, « vas-y, achète », la partie photo, c'était clairement pas une priorité. D'une part, parce que les lecteurs audiophile, en général, on s'en bat les couilles, et parce que là, c'est clairement pas leur domaine. Donc ici, ça a été annoncé comme « c'est pas bon, mais ça marche ». On est sur un double capteur à l'arrière, un de 64 mégapixels en ouverture 1.9, et un autre de 32 mégapixels pour le très grand angle. Sur l'avant, on a aussi du 32 mégapixels. On a l'application par défaut de Mediatek avec le côté portrait, vidéo, tout ça, et clairement, waouh, oui, c'est très mauvais. C'est pas fait pour du tout, c'est fait pour dépanner, pas plus, c'est parce qu'ils ont pris un smartphone de base d'un OEM qui incluait ça. Mais ils ont pas du tout optimisé le truc, c'était pas du tout leur délire. Pour vous dire à quel point c'est pas optimisé, le très grand angle, quand vous êtes de nuit ou dans un endroit très sombre, vous avez carrément en fait des lignes vertes comme si vous étiez en train de faire souffrir le capteur quand vous preniez une photo avec. C'est pas du tout optimisé, ça supprime pas du tout le bruit, etc. Ce qui fait que les photos sont très basiques. Elles sont pas très détaillées, pas très nettes, elles sont là, voilà, t'as fait une photo. Voilà. Si ça te suffit, ce sera bon. Le très grand angle, il est pas utilisable et en journée, bon, c'est pareil, c'est... Ah, regarde où j'étais, voilà. C'est pas beau, mais au moins tu sais où j'étais. De face, j'en ai pas fait, mais bon, c'est pas normalement un truc de dingue non plus. Ce qui fait que, déjà, c'est assez mauvais. La vidéo, c'est encore pire. En gros, vous avez plein d'artefacts qui vont s'ajouter, il sait pas gérer des textures, ce genre de choses, donc c'est inutilisable en vidéo, très clairement. Mais du coup, alors on peut faire du 1080p 60 fps, du 4K 30 fps, stabilisé, mais c'est nul, c'est vraiment très mauvais. Alors ce que je vais faire, je vous mets un lien dans la description. Vous avez une application Gcam. Gcam, donc c'est les Google Caméras, c'est des portages de l'application fait par Google, qui peut être utilisé par plein de smartphones. Et clairement avec ça, bon, alors, on perd le très grand angle, est-ce que c'est grave? Non. Bon, on sent que c'était vraiment là plus pour le mode portrait qu'autre chose, mais est-ce que c'est grave? Non. Après, de toute façon, il était vraiment pas bon de base. Par contre, l'avantage étant qu'on se retrouve avec une application qui est complète aussi, mais surtout qui va intelligemment optimiser les photos avec le HDR, HDR+, tout ça. Pour ceux qui sont un peu bidouillères, vous connaissez ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet clairement d'utiliser les algorithmes de Google dans un smartphone qui n'en avait clairement pas du tout. Et donc vous avez des photos qui sont bien meilleures. Alors clairement, c'est pas au niveau de ce que peut proposer un Vivo en Honor 90, même peut-être un Honor 50, ça s'en sort mieux. Mais ce sera exploitable. Si vous faites des salons, des trucs comme ça,
vous allez avoir des photos qui sont quand même relativement jolies, bien détaillées. Vous allez pouvoir jouer avec les profondeurs de champ de façon beaucoup plus naturelle. Et en plus de ça, même la vidéo sera beaucoup plus exploitable, avec du 4K stabilisé qui fonctionne correctement. Donc là-dessus, c'est pas si mal que ça reste un peu sombre, donc de base, donc après on peut les retoucher tout ça avec Google Photos, mais au moins ça vous permettra d'avoir une photo qui soit exploitable au quotidien, et d'avoir des photos qui ressemblent quand même un peu à quelque chose. Voilà dans l'ensemble, c'est basique, c'est fait pour être à la base, plus pour décorer qu'autre chose, parce qu'ils n'ont pas fait de travail dessus, mais il y a moyen d'avoir quelque chose qui soit un peu mieux qu'au départ, donc ça se prend, voilà, n'hésitez pas à le télécharger et l'installer au besoin. Et cette version-là en tout cas fonctionne parfaitement. On y arrive, alléluia, on y arrive. On a vu toute la partie smartphone, maintenant parlons de la partie audiophile. Lecteur audiophile, tout ça. Alors, on a pas mal de petites choses à aborder avant d'aller au cœur du sujet, la qualité sonore. Tout d'abord, on a du double haut-parleur. Pour le prix, encore une fois, c'est plutôt cool. C'est du asymétrique, hein. Le haut-parleur principal est en bas, bien évidemment. Ici, ça va avoir un petit côté résonateur pour amplifier le son, mais c'est le haut-parleur, normalement, pour répondre au téléphone, donc c'est pas hyper puissant. Ça a le mérite d'être là, c'est plutôt pas mal, à pleine balle. Alors, c'est pas ultra puissant non plus, ça peut saturer sur certains trucs, mais c'est déjà ça. Autre chose, nous avons diverses applications pour écouter sa musique. Au-delà des services de streaming que j'utilise personnellement, vous allez avoir Eevee Music qui va être installé par défaut et qui vous permettra d'avoir le côté recherche, etc. Si vous connaissez tout. L'égalisation dessus ne marche pas, donc ça c'est un peu dommage. En tout cas, moi sur Deezer, etc., ça ne marche pas. Donc là-dessus, un peu déçu. On va avoir un lecteur de musique plus basique, qui est par défaut aussi, et qui, ça fait le taf, quoi. On va avoir aussi Audio Console, qui est là, envoyé par Moondrop. Alors ici, vous ne le voyez pas, vous aurez de toute façon la capture ici, normalement. Et donc, vous avez AMP-Tube, qui permet donc d'avoir le côté plus comme si on était sur des tubes électroniques, avec un algorithme. En gros, ça baisse un peu les aigus, on a un côté un peu plus étouffé, tout en gardant un côté un peu brillant. Et le VDSF+, qui est là pour vous donner un côté un peu plus spatial. Donc ça donne un effet un peu plus 3D, ça marche relativement du peu de fois que j'ai testé. Oui, c'est un petit truc en plus. À voir si d'autres choses arrivent par la suite, mais je ne pense pas. Au-delà de ça, on va avoir donc dans la partie performance audio cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Parce que cette protubérance, ça cache un DAC USB-C, dont en fait juste la partie électronique a été mise dedans. En gros, on serait sur un CS431-31 qui est extrêmement répandu. J'ai fait un test précédemment sur le Aiz S8 Pro Robin qui est avec cette puce-là. Ce qui fait qu'elle est choisie, en fait, c'est pour le côté simple. Elle est à la fois performante et elle consomme pas trop d'énergie. Donc, ce qui fait que c'était le bon choix. On a aussi comme avantage le fait d'avoir 100 crans de volume et donc pas 15 par rapport à ce que propose Android. Quelque chose qui est vraiment bien parce qu'on va pouvoir régler très finement le son et c'est un plus qui est clairement pas négligé. Ce qui est bien aussi par rapport à des DAC USB-C qui permettent ce truc-là, c'est qu'on n'est pas en train de jouer à chaque fois entre le volume Android et le volume du DAC en question. Autre chose, il ne passe pas par le resampling d'Android. En gros, il bypass la partie SRC Android, et donc ce qui fait que, pour certains pour qui ça pourrait détériorer le son, alors moi je sais pas à ce point-là, là-dessus, parce que beaucoup utilisent YouApp, et encore une fois, le Discord, les mecs, ils ont fait tout plein de tests, ils s'amusent avec plein de trucs, et ce qui fait qu'en gros, ça passe pas par le resampling d'Android, qui peut détériorer parfois la performance sonore. Autre chose aussi à prendre en compte, et ça c'est un truc qui est réellement très important, ils n'ont pas fait les choses à moitié moindre. Parce que certes, ils ont mis une puce, un DAC USB-C là-dedans. Mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont bien géré l'alimentation dessus. Et en gros, alors je prends l'exemple du Discord. Le Discord aujourd'hui, ils sont partis dans des délires de ouf. Ils prennent un smartphone. Ils prennent... est-ce que j'en ai là ? Je ne sais plus. En gros, ils prennent un smartphone, ils prennent un DAC. Ils prennent une batterie. Ils utilisent la batterie pour suralimenter le DAC USB-C, qui est toujours connecté au téléphone, et ça va permettre notamment en fait d'exploiter au maximum les performances du DAC parce qu'il est alimenté au maximum. En effet, les smartphones d'Android vont pas donner toute la pleine puissance, et surtout dès que vous baissez en batterie, il va limiter encore plus la puissance. Et donc ça va avoir un impact sur les performances. Donc c'est comme ça qu'on peut améliorer la partie sonore.
Ici, comme ça a été directement implanté dans la partie carte mère, qu'est-ce qui se passe? Et ben la partie alimentation est beaucoup mieux gérée. Du coup, les performances sont bien meilleures qu'un CS431-31 que l'on peut voir en général sur un DAC USB-C. Genre vraiment meilleur. Parce qu'il y en a d'autres dans le Discord, autres que moi, qui a pris le smartphone et qui l'a acheté. Donc c'est ça qui est très drôle et qui me permet aussi d'en savoir un peu plus. En termes d'équivalent, on va avoir en gros un DAC USB-C à 120€, avec une puce de meilleure qualité. Par exemple, l'I10 S9 Pro Plus, vous aurez le test bientôt, en gros c'est l'équivalent alors qu'il y a une puce qui est plus puissante. Ça c'est très fort. Donc ce qui fait que c'est aussi meilleur qu'un EPZ T50 ou qu'un JKLI P10 pour ceux qui connaissent plus ma chaîne, et c'est clairement au-dessus de ce que propose un QDX 5K, et comme j'ai dit juste avant, un i10 S8 Pro Robin qui est exactement avec les mêmes puces, niveau performance ça n'a rien à voir. D'après Yumyusong, qui donc est chez Ifigo et qui partage aussi ses impressions, elle a dit que c'est équivalent au Moonriver 2 Ti de la marque, donc le Moondrop, qui lui coûte plus de 100$ aussi, alors je crois que c'est 150$, qui est très joli d'ailleurs, mais avec pareil une puce qui est au-dessus, théoriquement. Donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal. D'autres testeurs disent même que c'est meilleur qu'un IBI R4. Au-delà de ça, au niveau des performances, on peut le dire, c'est vraiment très détaillé, c'est très précis, c'est très ample, c'est incroyablement puissant. Le test qui a été avorté du HD 620S, qui arrivera d'ailleurs donc le 6 juin, c'est un casque qui est gourmand. Il a besoin de beaucoup de puissance pour être pleinement alimenté. Il y a un i10 S8 Robin, je vais y arriver avec celui-là, il est trop long. Du coup, il n'alimente pas assez bien. Et ce qui fait que les performances en 3.5 mm sont pas incroyables, et on est clairement un cran en dessous en termes de performance qu'un S9 Pro Plus Martha. Et avec le Moondrop, c'est équivalent au S9 Pro Plus. C'est super puissant. Et j'ai de la marge. Et vraiment, il alimente super bien. Donc c'est vraiment très très cool. On a quand même une légère mise en avant en termes de signature sur la clarté. Donc on a un petit pic, une petite élévation en fin de spectre. Dans les extrêmes aigus, c'est mis un petit peu plus en avant. Donc on a un côté un peu plus clarté qui est mis en avant. Donc pour ceux qui voudraient savoir là-dessus, on est plus focus sur le côté clarté détail. Et clairement, on a une puissance qui est très large, qui va permettre d'alimenter facilement à peu près tous les casques, donc ça c'est très très cool, et les casques les plus gourmands IFI, parce que l'HD 620S, il faut quand même l'alimenter, et tous les intras, etc. fonctionnent parfaitement dessus, c'est un bonheur. Donc vous avez la finesse au niveau d'écran de volume, mais vous avez la largeur en termes de puissance, ce qui fait que tout le monde est gagnant, et ça permet vraiment d'avoir un espèce de tout en un. Le fait qu'en plus de ça, ce soit donc implanté dans ce côté smartphone, fait que, par rapport à un lecteur audiophile, pour d'autres qui ont, et je vous conseille encore une fois d'aller sur Discord si vous voulez avoir plus d'informations, parce qu'il y en a qui ont des lecteurs audiophiles alors que je n'ai pas, je vais vous comparer ça avec ce que j'ai chez moi, mais ça remet clairement en cause le marché du lecteur audiophile avec des Android complètement dépassés. Pour les équivalents au même prix, donc là le IBR4 par exemple, qui vient de sortir, il est meilleur. Alors qu'il n'a pas une grosse partie sonore, mais il est meilleur. C'est quand même assez impressionnant. Ça montre aussi que Moondrop c'est très très bien géré cette partie-là. Je vois que j'avance beaucoup dans mes 10 minutes de tournage sur cette partie-là. On va avancer un peu. Je l'ai comparé à 3 choses. Tout d'abord, je l'ai comparé au Meizu 16e. Il est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant, avec un Snapdragon 845, ça vous donne une idée du truc, et il avait la partie audiophile, 3.5 mm seulement, 32 mW maximum. Alors un HD 620S, ça passe plutôt bien, mais c'est un peu comme le S8 Robin, ça galère quand même un petit peu à avoir un ressenti global qui soit de qualité. C'est quand même un peu moins détaillé, un peu moins ample, un peu moins clair, ça reste puissant, mais ça amplifie mal les casques gourmands. Voilà ce que j'ai mis dessus. Maintenant, on va parler du i10 S9 Pro Plus Martha, le test qui arrivera la semaine prochaine du coup. En termes de son, on est sur quelque chose qui est quand même assez similaire. C'est un petit peu plus détaillé du côté du Moondrop, c'est un peu moins puissant en 3.5, on a quelque chose d'un peu plus large je trouve sur le Moondrop. Et c'est un peu plus doux dans les aigus. Donc ce qui fait que le S9 Pro Plus, en gros, il est un peu inférieur à ce que peut proposer ce Moondrop. Et ça, pareil, c'est quand même un très très bon DAC USB-C. Pour terminer, le Zishan DSD AK4499 Pro qui est là, donc pour rappel, c'est cette espèce de cube là avec une batterie, etc., qui est assez reconnu pour ses performances, avec un prix très compact, mais le design russe. Et bon,
Pareil, c'est en termes de performance extrêmement similaire, très légèrement plus détaillé du côté de Moondrop aussi. C'est un peu moins puissant pareil en 3.5 je trouve, on doit mettre un peu plus de volume, et c'est un peu plus doux dans les aigus. Ce qui fait que, on est sur quelque chose qui est au-dessus d'un Zishan, et c'est ce que j'avais de mieux chez moi, qui correspond aussi à un IBR6 III si je dis pas de bêtises. C'est incroyable, c'est extrêmement performant pour un truc qui a l'allure d'un smartphone, et pour un DAC USB-C clairement qui a été mis dedans. Et Moondrop, ils ont vraiment assuré, ils ont tué le game. Et du coup, on va aller sur la conclusion de tout ça. Est-ce que c'est un bon smartphone ? Mais du coup, que penser de ce petit Moondrop ? Est-ce que c'est un bon téléphone ? Oui. À partir du moment où le paiement n'est pas quelque chose d'important, ou Maps n'est pas quelque chose qui est absolument indispensable et que vous pouvez faire avec d'autres choses, c'est un smartphone qui peut être utilisé au quotidien. Et ça, c'est très fort. Après, vous pouvez l'utiliser sans SIM, bien évidemment, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un smartphone 5G. Moi, c'est ce que j'ai une SIM dedans, et vraiment, il fait extrêmement bien ce qu'il doit faire. Et je suis assez impressionné de ce qu'a fait Moondrop. Ils ont fait un smartphone qui est utilisable au quotidien, avec des performances globales qui sont excellentes. Il y a même apparemment un suivi, alors ça reste le truc à confirmer, il faudra voir au fil des mois, mais on a eu la mise à jour de sécurité. On a quelque chose qui, est assez réactif, on a un lecteur d'empreintes. Voilà. La seule chose qui manque, c'est que ce soit certifié Google. Donc peut-être pour le prochain Miad, parce que vu que c'est le Miad 01, il est très probable qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un smartphone qui est complet, qui fait à peu près tout, et à part la partie photo qui est bâclée, mais c'était logique, et encore une fois, surtout au prix auquel il est vendu, c'est-à-dire sur Ifego 370€, c'est sûr que quand on développe beaucoup la partie audio, la partie photo, c'est quelque chose de très compliqué, d'avoir quelque chose d'optimisé, c'est compliqué. Donc c'était assez logique. Mais, pour un premier smartphone, c'est... Vraiment, il a remplacé mes autres smartphones, c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Moi, je cherchais un smartphone comme ça. Moi, je suis avec Deezer. Deezer, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose que, si vous voulez découvrir des nouveautés, il faut que ce soit connecté. Alors avant, j'avais mes petits DAC Bluetooth. Alors c'est cool, mais ça a quand même ses limites. C'est relativement puissant, mais c'est quand même des petits DAC en général, et après, ça commence à monter très fort en termes de prix. Ici, on a tout un ensemble pour seulement 370€. Mais en gros, vous avez un smartphone qui est l'équivalent d'un Honor 70 ou d'un Redmi Note je sais pas combien, d'un truc comme ça, qui fonctionne bien, qui a pas mal de RAM, qui a pas mal de mémoire, qui a de la carte SD, dont le tout fonctionne, et surtout qui a une partie audio qui est super performante. Et je peux vous le dire, elle est tellement performante que dans le Discord, ça a quand même pas mal remis en cause la qualité des lecteurs audiophiles en comparaison, parce qu'on a quelque chose qui est aussi léger. La plupart des lecteurs audiophiles, on a des briques, mais des vraies briques. Des briques épaisses comme ça, sauf que celle-ci, elle est compacte, elle fait pas beaucoup en termes de fonctionnalité. Celles qui sont sous Android, imaginez ça, mais sur cette taille-là. C'est très très gros, c'est trop, et en plus de ça, techniquement, c'est pas fait pour durer. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus durable, qui est beaucoup plus pour le quotidien, et qui, en plus de ça, en termes de performance sonore, a surpris tout le monde. Mais je peux vous le dire, tout le monde. Que ce soit moi, mais aussi d'autres dans le Discord qui ont beaucoup plus d'appareils audiophiles, de DAC et de lecteurs audiophiles, qui ont été vraiment très surpris des performances que propose la partie sonore de ce Moondrop. Alors ça va pas remplacer un FiiO M15, mais pour le côté ergonomie, praticité, si. Et c'est ça qui est très fort. C'est qu'on n'est pas au niveau d'un M15, on est au moins au niveau d'un IBR4, on est à peu près au niveau d'un IBR6 III, puisque lui faisait ça sans les fonctionnalités, et lui fait ça, mais avec un côté smartphone et 5G. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je pense et je l'espère que ce Moondrop va être un vrai succès. Ce qui manquerait un petit peu pour que ce soit réellement, pour nous Européens, quelque chose qui soit juste un tueur, un banger total, une qualité photo qui soit vraiment de la partie, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus exploitable, même si ce ne sera pas au niveau des concurrents directs, en termes de prix, mais surtout une certification Google. Comme ça, on a un Maps qui fonctionne, et on a le Google Wallet pour payer. Et vous avez un réel smartphone du quotidien qui va vous permettre de l'utiliser pour toutes les situations, comme un smartphone classique.
Et ça va peut-être battre les cartes face aux autres concurrents, avec un format qui est dépassé, des processeurs qui sont dépassés. On a un médiathèque qui fonctionne très bien, on a tout qui fonctionne très bien. Et franchement, c'est compliqué de lui trouver des vrais défauts. À part la photo et Google qui étaient un peu compréhensibles et qui étaient même avancés pour le côté photo, bah, il fonctionne à merveille. Et je l'ai utilisé depuis que je l'ai reçu, donc ça fait 3 semaines que je l'ai maintenant. Je l'ai utilisé au quotidien sur toutes les applications. Pas vraiment grand chose à lui reprocher. J'ai fait pas mal de choses, j'ai joué dessus, j'ai fait du Rocket League dessus, j'ai écouté beaucoup de musique dessus, du Twitter, de l'Insta, etc. Ça marche super bien. Et pour toute la journée, et il tient toute la journée. Moi, je suis sur le cul. C'est ça. Donc, très bien joué Moondrop. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Vous utilisez le Gcam comme ça, vous êtes tranquille après. Mais c'est très très surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour ceux qui veulent découvrir le côté audiophile, c'est un smartphone qui est absolument parfait pour ça. Et pour ceux qui ont encore des doutes, vraiment, allez sur le Discord. Il y en a qui ont des choses qui sont bien plus puissantes que ça, et qui pourront vous dire à quel point c'est cool. Et que bah, ça se défend sacrément bien face au lecteur audiophile. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. J'espère que vous aurez apprécié le côté smartphone. Et puis, bah, il n'y en aura pas d'autres après. Sauf si Moondrop en sort d'autres. Allez, ciao!